En juin 2012, au vieux bourg de Xizhou, province du Yunnan, un vieil homme du nom de Yan Xueho nous fait découvrir un mystérieux passage souterrain. Ce passage souterrain en béton armé nous paraît très solide et doté en plus d'une certaine envergure. En y descendant, nous découvrons, grâce à une faible lueur, que le passage semble mener à une autre sortie. Dans la région, le bruit court qu'il y a quelques dizaines d'années, on a trouvé sous un parterre plusieurs coffres de lingots d'or et que dans quelques souterrains de Xizhou se trouve toujours enfoui tout un chargement d'or. Dans ce petit bourg ordinaire, attaché à la ville de Dali, peut-on s'attendre à déceler des histoires fantastiques? Qu'est-ce qui a pu faire naître de telles histoires? Situé à environ 40 km au nord de la ville de Dali, le bourg de Xizhou confine au lac Hehai à l'est et à la montagne Sangshan à l'ouest. Grâce au fait qu'il est bordé à la fois par un lac et une montagne, Xizhou est depuis toujours connu pour ses paysages naturels ravissants. Aujourd'hui, on est le jour inaugurant le repiquage des plants de riz. Depuis des centaines d'années, les gens de la région organisent encore aujourd'hui une cérémonie pour implorer leur dieu. Après la cérémonie du repiquage des plants de riz, les villageois ont à faire le tour du village en battant gong et tambour. Toutefois, la richesse de Xizhou ne provient pas de l'agriculture. Il n'était autre que d'illustres marchands de la région. Aujourd'hui, grâce à monsieur Yan Xueho, nous pouvons entrer dans la cour de la résidence des Yan. La résidence est de style architectural des Bai. On y trouve entre autres des murs écrans d'aspect imposant, des linteaux de portes ornés d'auvents en courbe, des fenêtres et portes ornées de fines sculptures et des pans de murs intérieurs décorés de peintures attrayantes. Après un brin de visite, nous suivons monsieur Yan Xueho dans une cour peu fréquentée. Bien que construite par des ouvriers Bai, cette résidence n'est pourtant pas disposée comme le sont souvent les autres habitations de Dali. La partie principale est constituée d'un bâtiment à 3 étages. Bien que laissé à l'abandon depuis longtemps, le bâtiment reste intact. On dit que pour préparer le mortier nécessaire à la construction du bâtiment, son propriétaire a dû faire introduire du ciment de Grande-Bretagne. C'est aussi Yan Zejun qui a fait construire le bâtiment. Talent remarquable dans les affaires, il a commencé à se lancer dans le commerce quand il avait à peine 13 ans et a réussi à établir sa fortune et à créer sa propre société grâce à un faible capital de départ. Au tout début, il s'est livré au commerce du thé et du tissu. En entrant dans le bâtiment, nous sommes étonnés de le trouver très sommairement meublé. À part les escaliers en bois et les pièces pratiquement vides, nous n'y avons rien trouvé de valeur. Comme ce bâtiment d'aspect imposant se trouve dans la cour la plus profonde de la résidence des Yan, et que cette dernière est située quant à elle à l'angle sud-ouest de la rue Carrée, en plein centre du bourg de Xizhou, cette résidence peut-elle aussi considérée géographiquement parlant comme étant au centre du même bourg.
Quelle était l'importance de la richesse des yens? On dit que la société commerciale, baptisée Yongchangxiang, que Yan Zhejian a montée conjointement avec Prang Yongchang, un autre homme d'affaires influent, était d'une ampleur sans précédent et que les articles que celui-ci gérait comprenaient entre autres thé, tissus, or et argent, voire des véhicules, vers la fin de la coopération des deux hommes. Jusqu'en 1943, le capital des yens s'était élevé à plus de 20 millions de piastres d'argent et selon les documents intéressés, si cette somme était calculée au cours du moment, elle devrait équivaloir à 2 ou 3 milliards de yuan d'aujourd'hui. Comme les yens ont-ils pu donc accumuler une si importante richesse? Et comment Yan Zhejian s'y est-il pris pour arriver à se démarquer d'un grand nombre de marchands qui pratiquaient comme lui le commerce au moyen de caravanes? Dans cette maison de thé, on est en train de fabriquer une marchandise, le thé pressé en forme de bol. On remplit un morceau de gaz de thé cuit à la vapeur avant de le tasser et de le mettre sous un pressoir à manier manuellement pour lui donner la forme d'un demi-cercle. Pourquoi faut-il lui donner cette forme particulière? On dit qu'il s'agit d'une invention des yens, qui constitue en quelque sorte une révolution dans la fabrication du thé. Chez Yuan Suiro, nous avons une nouvelle occasion de trouver du thé en forme de bol. 它是逐步演化，最后定型，它是就1917年我们研究的这个，这个窝头运输的时候就这一个跟一个是这样。哦，这样放进去，水就这样漏下去了。C'est en fait Yan Zhejian qui a inventé le thé pressé en forme de bol. Avant cette date, le thé que les caravanes de transport transportaient était plutôt en forme de brique ou de disque. Au cours du transport, Yan Zhejian a remarqué qu'après être mouillé par la pluie, le thé en forme de brique ou de disque pouvait moisir, puis s'avarier facilement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a subi plus d'une fois des pertes. C'est ainsi que Yan Zhejian a commencé à étudier les moyens propres à éviter le mouillage du thé par la pluie. Après maintes expériences, il a fini par découvrir que mouler le thé en forme de bol lui permettait non seulement de s'abriter de la pluie comme un parapluie au cours du transport, mais aussi de lui éviter de s'imprégner de l'humidité, car le creux ménagé à chaque pièce de thé la rend perméable à l'air. C'est ainsi qu'est née une nouvelle technique de conservation du thé. Grâce à cela, il a vite réussi à occuper une grande part du marché du thé. Mais cette invention ne réside pas uniquement dans la transformation de l'apparence. 对，抓这个。这个是什么茶呀？这个是沱茶里面的底茶。哦，抓多少啊？这个抓110克。然后再抓这个茶。然后再抓这个，这个是沱茶里面的盖茶。哦。就是面子茶，这个要抓150克，总共260克，因为它这个沱茶它有一定的比例嘛。哦。对，多了的口感就不好。 Il faut donc savoir choisir les variétés de thé devant composer le fameux thé pressé en forme de bol. Et ce thé inventé par les yens a pu ainsi se démarquer sur le marché du thé. 这沱茶制作是不是还有秘方？有，它有配方的。哦，为什么要？它是因为它这个茶叶讲究这个它的味。 据我们知道呢，就是它的零差的、凤庆的，还有这个普洱的这些，也有几座山上的茶能够做成这个茶叶。它的这个配方就是。La société commerciale dirigée par les yens a su venir à bout de ce défaut en créant le fameux thé pressé en forme de bol de Xiaguan, qui est donné quant à lui une infusion verte. En 1923, la société a publié sa nouvelle marque déposée ayant pour motif un pain et une cigogne. L'apparition massive du thé pressé en forme de bol sur le marché a contribué à une amélioration révolutionnaire de l'art de fabrication du thé. C'est la raison pour laquelle on y a vu des pays producteurs du thé s'étendre du Sichuanbana jusqu'à Xingu, Menghu et Fangting. Une fois enrichis, les yens ont su payer de retour la société en contribuant à la constitution d'écoles et d'hôpitaux à Sizhou et Dali. La résidence des yens, ainsi que le beau bâtiment de style occidental qui en fait partie, ont été aussi mis en place à cette même époque.
Accompagné de Yen Sueho, notre équipe de tournage arrive dans la profondeur d'un bois de bambou situé dans l'une des cours de résidence des Yen. 还能下去吗？现在下得去。里边还通着的。哎，通的。 Nous commençons alors à descendre dans le passage souterrain, mais à cause de la forte humidité qui y règne, notre caméra ne peut plus fonctionner. De 39 à 45, à cause de la guerre de résistance contre le Japon menée au Yunnan, la société commerciale a dû suspendre toutes ses activités. C'est justement à ce moment que les Yen ont fait construire ce passage souterrain. Certains disent que celui-ci constitue un refuge pour les Yen. D'autres prétendent qu'il n'était autre qu'une cachette pour l'or. Le fait est qu'à cette époque où la nation connaissait les pires malheurs, les Yen ont fait don d'une énorme somme d'argent pour aider l'État à résister contre l'agression japonaise. À part les jardins de luxe laissés par des hommes d'affaires fortunés, qu'ont-ils laissé d'autres comme traces de vie dans le vieux bourg de Sijō? Dans la rue carrée du bourg, on trouve souvent de petits étals qui proposent une collation spéciale, les galettes de Sijō. Du fait que les pâtes copieusement salées sont trop molles pour être tenues à la main, on les jette généralement dans une poêle installée sur un brasero. Cela étant, on recouvre le poêle d'un autre brasero plat afin de faire griller les pâtes sur les deux faces à la fois. Les galettes croquantes peuvent contenir soit une farce salée faite de jambon de marque Suiwei mélangée avec de l'échalote, soit une farce douce constituée de purée de haricots rouges mélangée avec des pétales de rose. La pâte reste croquante, quel que soit le genre de farce choisi. Rien qu'avec ces galettes, on ne soupçonne pas que les marchands de Sijō menaient à l'époque un train de vie plus ou moins aisé. Bien sûr, aujourd'hui tout le monde a les moyens de s'en offrir. Sijō a commencé à connaître une transformation prodigieuse depuis qu'ils ont pu faire fortune dans les affaires. Avec de l'argent gagné à la sueur de leur front, ils souscrivaient à la création d'écoles, venaient en aide aux pauvres et contribuaient à la mise en place de bibliothèques, d'hôpitaux et d'autres établissements d'intérêt public. Le lycée Outraï, mis en place grâce à leurs dons, a même servi de lieu d'accueil pour les professeurs et étudiants de l'université de Hwajong à Wuhan. Ils s'y étaient réfugiés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Suberong, peintre de renom de l'époque, y a donné des cours de beaux-arts aux étudiants. Ainsi, la population locale a-t-elle pu avoir accès à de nouvelles connaissances. Nous rendons maintenant visite à M. Dong Chang-han, qui a une bonne connaissance de l'histoire de la famille des Dong. Il a travaillé pour eux en tant que comptable. Monsieur Dong veut nous montrer sa collection. Il collectionne beaucoup d'objets évoquant le souvenir du passé. Que pourrait-il garder comme trésor chez lui, puisqu'il a été pendant de si longues années comptable? Le vieil homme nous montre un étui à cigarette fait de lames d'or. Quand nous lui avons demandé de parler de la richesse des Dong, le vieil homme ouvre un album de photos. 这是我的像吗？哦，就这个。哦，这个照片，1946年元旦。1946年元，5000两黄金。5000两黄金啊！到缅甸以后，他怕到他事务怕到错了，以后他们把他杀害了。啊，是这个人吗？就是这个人。 哦，这叫董什么？这是董福明。 La présentation de M. Dong nous permet de comprendre que ce jeune homme sur la photo était un neveu de Dong Chen-nong et membre de l'illustre famille des Dong. Pendant les années 1940, à cause des troubles de la guerre, Dong Fu-min est parti seul en Birmanie avec une somme importante d'or, du fait qu'il ne connaissait ni la région ni ses habitants.
Cependant, la somme d'or importante qui a disparu en même temps que son maître ne représentait qu'une infime partie du capital colossal des Dong. Comment les Dong ont-ils pu amasser autant de richesses? Dongcheon-nong était classé avec Yanzhejeon comme les plus nantis parmi les 4 groupes familiaux de commerce les plus influents de Sizhou. Se consacrant essentiellement à l'import-export, Dongcheon-nong a connu au début des hauts et des bas dans sa carrière. 历史上，他从上海拿下来批发给小商人。哦，我是指是布还是棉花？布是吧？ Comme les autres hommes d'affaires de Sizhou, les Dong faisaient vendre du thé du Yunnan dans les autres régions du pays avant d'y acquérir une grande quantité de tissus et de fils de coton et de les ramener à Sizhou. C'est ainsi que formait un itinéraire de commerce reliant l'ouest, Yunnan, à l'est, entre autres Shanghai. Le tissu qu'ils ramenaient au Yunnan était pour la plupart celui qui n'avait fait l'objet d'aucun traitement. Et cela parce que les ethnies minoritaires du Yunnan avaient chacune ses coutumes préférées, ses couleurs, de teindre elles-mêmes leurs tissus. Cette coutume constituait pour les Dong une chance inouïe de faire fortune. La technique de la teinture de ces ethnies était très particulière. Au nord du bourg de Sizhou se trouve par exemple un village du nom de Zhouchang. Le tissu teint de cette façon donne souvent des motifs variés et attrayants et propre ainsi à mettre en relief le style d'habillement de l'ethnie Bai. Nous rendons visite à un atelier de teinture au nœud avec une sorte de teinture rapide. 这不一样，这是抓染。抓染。抓染跟扎染是不一样的。扎染它必须用那个针一针一针的扎才的。这个抓染随便拎出来，它拆开来的时候，它的那个图案是不均匀的。哦。上面这个要不然。Un tissu teint de manière si sommaire peut-il être utilisé pour confectionner un vêtement présentable? 打紧一点。 在哪儿染啊？这是。 Une ouvrière chevronnée nous fait savoir qu'on peut colorier de manière rapide le tissu. 都在这地方。对。那就染锅这个。嗯，待会儿染布。分工合作，我们家，他们负责扎，我来扎，你来试一下也可以。行。小心烫着手啊，现在有点烫。我感觉一进去这颜色就变了。 La matière colorante à base d'isatis chauffée à haute température a fini rapidement, une dizaine de minutes, de teindre en bleu un bout de tissu blanc. En dénouant rapidement le tissu, nous trouvons effectivement les rayures hétérogènes laissées par la teinture rapide au nœud. 哦，这个就是稍微好一点。这个扎的就好一些啊。 La teinture rapide au nœud est propre, grâce à une façon spéciale de nouer le tissu avec une cordelette, à produire sur le tissu des taches ou rayures à volonté, mais non moins régulières, ainsi qu'à doter les motifs teints d'une sorte de modernité. Cette innovation reflète, on ne peut mieux, l'intelligence des hommes d'affaires de Sizhou de nos jours. La teinture traditionnelle au nœud exige une certaine expérience et prend souvent beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle la tâche constituant à nouer le tissu est plutôt confiée aux personnes âgées du village. Chez monsieur Dongcheon-han, on trouve, à part des pièces détachées de métier à tisser, un grand nombre de flacons étiquetés de formes variées disposés sur son bureau. On y remarque par ailleurs la présence d'un appareil de mesure très joli. 吃什么的啊？这是？ 哎呀，我说好玩啊！哎，它这个壳多啊。 Sensible aux connaissances nouvelles de tout genre, Dongcheon-nong s'est rendu compte depuis les années 40 qu'il existait du minerai de tungstène dans une mine abandonnée du Yunnan, grâce à une prospection sur place. 量这个是据他们讲的是，好像是有2座大山一样，这个数量那么多啊，因此上，他房家嘛，他只是拿出去一个火车皮，从这个就在基础上就开始好像。 Enrichi du jour au lendemain, Dong n'a pas tardé à monter sa propre société industrielle et commerciale qui lui permettait de gagner 50 millions de yuan par an.
董秀伦买了这个美金公账。但是这个我也不敢问。他在云南省嘛，云南人大医学院，病菌小院，他盖了这个。Les hommes d'affaires de Sizhou sont connus pour leur esprit d'initiative et leur courage. Derrière les 4 groupes familiaux de commerce les plus influents se trouvaient les Dong et les Yen. Qu'est-ce qui a pu permettre l'apparition d'un si grand nombre d'hommes d'affaires dans la seule région de Sizhou? Zhang Xilou, professeur à l'université de Dali, nous raconte que cette prospérité en matière de commerce à Sizhou est due essentiellement à la route de la soie qui traversait jadis la région. C'est ce développement qui leur a permis de mettre en place des écoles et des bibliothèques. 我们中国有2条丝路嘛，西北有一条丝绸之路，不说了。我们西南的苏，然后呢滇、印、缅古道，这个路呢一直到今天的阿富汗，又叫做苏元都古道。C'est en empruntant cette route reliant Sichuan et Inde que pendant environ 1 millier d'années, des marchands chinois ont vendu leurs tissus de soie et produits en porcelaine dans différents pays. Étant donné que cette route traversait le bourg de Sizhou, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il soit doté de conditions avantageuses pour le développement du commerce. Pendant les années 1940, à cause des perturbations sociales entraînées par la Seconde Guerre mondiale, les activités commerciales des régions côtières ont été l'objet de sérieuses restrictions. En revanche, le Yunnan restait très stable. 这里家谱给你看一下。这严氏家谱。有些的。Aujourd'hui, M. Yan Xuero passe la plus grande partie de son temps à rassembler des documents liés à sa famille et à compléter la généalogie de celle-ci. Bien que ce qu'ont vécu les hommes d'affaires de Sizhou soit d'ores et déjà devenu un souvenir historique, ils souhaitent toujours transmettre leurs expériences aux générations futures de l'évolution de la famille perpétuelle. On raconte que les Dong ont acheté plus d'une centaine de millions de yuans d'emprunts publics en dollars américains et que cette fortune s'est finalement égarée. Toutefois, pour les habitants actuels, tout cela est aussi fugace que le nuage ou la fumée qui passe devant les yeux, car aucun d'eux ne semble plus s'intéresser ni à cette fortune ni à ces trésors qui devaient être cachés quelque part, et qu'ils ne pensent qu'à créer, par leur propre labeur, un avenir radieux qui leur appartiendra. Ces trésors, conservés au musée des palais impériaux à Beijing, furent les objets favoris de l'empereur Qianlong de la dynastie des Qing au XVIIIe siècle. Ivoire blanc sculpté, pièces d'émail multicolores, bijoux et trésors en or, en argent ou en pierres précieuses, toutes ces merveilles si nombreuses rivalisent de leur éclat. Cloisonné, jade sculpté, ivoire sculpté, lac sculpté, lac incrusté d'or, incrustation de filigrane, tapis impérial, broderie de Beijing. Ces 8 merveilles artisanales, grâce à leurs valeurs inestimables et à la complexité des travaux d'exécution, gagnèrent leur réputation de 8 merveilles de Yanqing, Yanqing étant l'ancien nom de Beijing. Durant les dynasties des Ming et des Qing, entre les 14e et 20e siècles, les objets et matières rarissimes et extraordinaires que les différentes régions du pays offrirent à l'empereur furent réunis au service impérial de manufacture. La couronne d'or de l'empereur Wanli de la dynastie des Ming fut tissée avec 518 fils d'or de 0,1 cm. Elle fut incrustée de 2 dragons jouant avec une boule. Les dragons, eux aussi, furent confectionnés pour leurs écailles avec des fils d'or pincés. Le savoir-faire utilisé pour la confection de cette couronne est l'incrustation de filigrane, l'une des 8 merveilles de Yanqing. La robe de l'empereur, en tant qu'emblème du pouvoir suprême du souverain de la société féodale, avait son dragon brodé avec du fil d'or d'une pureté de 99,9%. Tandis que les autres parties multicolores furent tissées avec des plumes de paon de différentes couleurs. Cette broderie, par le fait qu'elle fut utilisée dans la confection de la robe de l'empereur, fut aussi hissée au rang des 8 merveilles de Yanqing.
Le caractère de couleur écarlate que porte cette boîte à nourriture utilisée dans la cour impériale signifie printemps. Ce caractère a été confectionné avec le savoir-faire de laque sculpté. La laque contient aussi le vermillon, qui était extrêmement onéreux. Cette couleur était la plus appréciée par la famille impériale et l'aristocratie à l'époque. La complémentarité de ces trésors en or, en argent, en perles et en jade, réservés à l'usage de la famille impériale, contribue à les porter au rang d'objets sans prix. Outre des habits, des parures et des objets d'usage courant, conçus pour l'usage exclusif de l'empereur, les savoir-faire des 8 merveilles de Yenting furent aussi largement utilisés dans la confection des objets décoratifs et récréatifs réservés à la famille impériale. Un grand nombre de types de jade peut être utilisé pour réaliser des objets de jade sculptés. Par exemple, le jade blanc, la jadéite, le corail ou l'agate. Chacune de ces matières est le jeu de la nature au bout de milliers d'années. C'est la raison pour laquelle la cour impériale les appréciait particulièrement. Le sceau de l'empereur en jade fut incontestablement l'emblème du pouvoir suprême de l'empereur dans les différentes dynasties. Le cloisonné était connu initialement sous le nom d'émail sur biscuit cuivré avec filigrane pincée. Étant donné la complexité du processus de fabrication, l'empereur ne donnait en cadeau une pièce de cloisonné qu'à des mandarins qui avaient gagné de grands mérites. Aussi, le cloisonné devint-il un objet ingénieux impérial, plus précieux que la perle et le jade. Matières précieuses et processus de fabrication complexes ont été associés de façon parfaite. La beauté et la finesse de ces objets reflètent l'éminence suprême de la famille impériale. Aujourd'hui, cloisonné, jade sculpté, ivoire sculpté, laque sculpté, laque incrusté d'or, incrustation de filigrane, tapis impérial, broderie de Beijing, ces merveilles de l'art et des valeurs impériales du passé ne sont plus réservées à une minorité de gens. Elles sont devenues des chefs-d'œuvre des artisans chinois à la portée de ceux qui les apprécient.